Spartiate, on va continuer les spéculations par rapport au prix du Bitcoin. Donc, bienvenue à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Une des principales actualités, c'est que le marché baissier est terminé. Et Bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars d'ici la fin 2024. Donc là, on est en avril 2024. Et ben d'ici un an et demi, on pourrait avoir un prix à 100 000. Donc c'est ce qu'annonce Standard Chartered. On va aller voir ça plus précisément. Ça fait le tour des actualités. Donc l'hiver crypto est terminé et le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars d'ici la fin 2024 selon Standard Chartered. Donc l'effondrement de la Silicon Valley Bank et d'autres prêteurs américains de taille moyenne a renforcé le cas du Bitcoin en tant qu'actif décentralisé et sans confiance est rare, a déclaré lundi l'analyste de Standard Chartered, Geoff Kendrick, dans une note. Ceci couplé à une stabilisation des actifs à risque et à la spéculation selon laquelle la Réserve fédérale va assouplir le resserrement monétaire, signifie que la voie vers le niveau des 100 000 devient plus claire. Donc c'est une personne qui s'appelle Kendrick Geoff qui a déclaré tout ça. Et donc voilà, le Bitcoin a augmenté de 66% depuis le début de l'année, bien qu'il ait fortement chuté depuis qu'il a franchi la barre des 30 000 dollars il y a 2 semaines. Donc voilà, hein, la valeur du Bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars d'ici la fin de 2024, selon Standard Chartered. Donc c'est une note publiée. Nous voyons un potentiel pour le Bitcoin atteignant le niveau des 100 000 dollars d'ici la fin 2024, car nous pensons que l'hiver crypto tant vanté est enfin terminé. Donc c'est écrit dans le rapport, voilà, il donne ses perspectives, tout ça, le stress actuel dans lequel le secteur bancaire traditionnel est très propice à la surperformance du BTC et valide la prémisse originale du Bitcoin en tant qu'actif numérique décentralisé sans confiance est rare. Bon. Écoutez, c'est les prédictions d'un analyste. Moi, je pense qu'on peut... c'est un pari qui se tente. Je pense bien que le Bitcoin va atteindre les 100 000. Ouais. Pour moi, c'est une bonne précision. Une bonne précision et je pense qu'on sera dans les temps qu'il indique là, pour les 100 000 dollars. Donc pour moi, ce que je vois en tout cas à court terme, c'est que le Bitcoin irait peut-être à 40 000 avant de stagner jusqu'au halving du Bitcoin en avril 2024. Et de là, on aurait une explosion à la hausse. Et donc, on passerait peut-être de 30 000 jusqu'à... On monterait jusqu'à... voilà, 100 000 courant fin 2024 par là. Donc pour moi, c'est une prédiction qui se tient. Donc je suis à peu près d'accord avec ça. Et on va même plus loin que ça. Donc on a l'investisseur milliardaire Tim Draper qui est 100% sûr que Bitcoin atteindra 250 000 dollars d'ici 2024. Donc lui, il est encore plus optimiste. Là, Standard Chartered, donc un analyste de Standard Chartered qui disait que on irait à 100 000 fin 2024. Pour lui, c'est courant déjà 2024. Donc même pas fin 2024, on serait déjà à 250 000. Bon, moi, je suis plus du même avis, on va dire, que Standard Chartered. Mais je pense que courant 2025, on irait toucher pour moi les 250 000 dollars. Donc, on verra. Pour moi, je suis d'accord avec lui, le milliardaire Tim Draper, là. Sauf que pour les 250 000, je les vois plutôt en 2025. 250 000, voire jusqu'à 300 000. Donc, on verra, hein. On verra. C'est des prédictions. Il y en a plein tous les jours. Il y a de la spéculation, tout ça. On verra si ça se tient. Donc là, actuellement, on est en conditions difficiles. Donc, on est remonté à 30 000. Là, on a corrigé maintenant brusquement à 27 000. Et donc, on va voir. Donc là, ils disent que voilà, un rebond technique n'est pas exclu. Mais des risques clés se profilent. Donc, comme vous le voyez, voilà, il y a des risques par rapport justement les régulations, la Fed, les données économiques, tout ça. Donc voilà, regardez, on attend, hein, c'est les chiffres. Jeudi, on a les PCE. Hein. On a les chiffres du PIB et les PCE, les chiffres de l'inflation américaine. Donc ça, très très important, jeudi, la journée de jeudi. Et on a aussi des résultats d'entreprise à venir. Et c'est pour ça qu'on n'exclut pas un rebond du Bitcoin. Et le Bitcoin qui pourrait revenir à 30 000. Mais en même temps, tout va dépendre de ce qui se passe dans la macroéconomie.
Donc voilà, on est ici actuellement. On a bien chuté brusquement, hein. Personne ne s'attendait à ça. Moi, je m'attendais à une chute au pire jusqu'aux 28 000. Mais finalement, on est descendu jusqu'à 27 000. Et là, on remonte un petit peu là. On commence à, voilà, à stabiliser. Donc on verra. Mais de manière générale, sur plusieurs semaines, un mois, on est quand même en hausse, hein. Depuis début 2023 là, comme vous le voyez ici, on est quand même en hausse. Et il y a plein de charts, hein. On peut analyser des charts. Donc Bitcoin vient de clôturer son 4e mois au-dessus de la moyenne mobile. Donc voilà. Vous avez une moyenne mobile ici en bleu là. Et là, c'est le 4e mois que vous voyez que Bitcoin, si on compte, hein, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 là. C'est le 4e mois au-dessus de la moyenne mobile bleue là. Et en général, regardez par le passé, quand on est au-dessus de la moyenne mobile, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les traits là, les flèches là. Regardez, toute cette période-là, on était au-dessus de la moyenne mobile. Regardez, au-dessus de la courbe bleue là. C'était que des hausses. Ensuite, quand on est passé en dessous de la moyenne mobile, on a connu une forte chute. Et à chaque fois, quand on repasse au-dessus de la moyenne mobile, on monte. Et donc actuellement, là, on est passé depuis 4 mois au-dessus de la moyenne mobile. Et au vu là de la courbe de cette moyenne mobile là, elle recommence à repartir en hausse. Donc il y a des fortes chances qu'elle vienne nous assister pour la hausse comme les fois précédentes. Quand elle est remontée, les fois précédentes, elle nous a accompagnés tout en haut. Elle a accompagné toutes les bougies vertes jusqu'en haut. Comme surtout ici là. Vous voyez? Donc là, elle se retourne à peine. Donc on a le temps de voir même d'autres bougies vertes. C'est pour ça qu'à court terme, je suis très très bullish. Parce que là, le temps qu'elle remonte, elle va venir accompagner. Ça m'étonnerait que cette courbe bleue là, elle repasse d'un coup au-dessus. Les bougies vertes là sont un peu plus élevées, là, un peu plus hautes que la courbe là. Donc le temps que la courbe reprenne l'incendie et remonte, je pense qu'elle va accompagner les bougies vertes là. C'est pour ça que sur les prochaines bougies là, mensuelles, je suis plutôt assez bullish là. Quant aux crypto. Donc pour moi, tout ça, c'est très bullish. On verra qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, je sais pas, voilà, c'est sur Twitter, je vous ai laissé ça. Regardez, hein, on a connu le plus bas là, depuis la baisse des cryptos, l'année, on va dire, pardon, de correction. Ça a duré 1 an là, vous le voyez ici. Et là, on était dans un carré vert là, comme les autres fois. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, dans le RSI là, bah, toutes les zones vertes là, c'est la zone d'achat, la zone où il faut accumuler. Et là, on est sorti de cette zone d'achat. Bon, il n'est pas trop tard. On a encore le temps d'accumuler. Il reste tout à faire, mais maintenant, on est sorti de ça. Et normalement, ça devrait exploser à la hausse. Vous voyez que cette fois-là, dans cette zone d'achat, on a passé plus de temps que les autres. Ah, peut-être ici en 2015, c'était encore un peu plus long. Mais voilà, regardez, en 2019, c'était un peu plus court. Et là, moyen, on va dire, en 2023. Donc, on est sorti de tout ça, là, 2022, 2023. Et là, on sort. Et normalement, bah, qu'est-ce qui se passe? Regardez, à chaque fois qu'on est sorti de ce carré vert, là, dans RSI, bim, on est parti à la hausse. À chaque fois. Et là, on sort à peine de ça. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, normalement, ce qui nous attend, c'est que ça explose à la hausse. Donc, voilà, hein, plein d'indicateurs qui nous montrent qu'on est très, très bullish. Ici aussi, on peut regarder, hein, sans lire, hein. Sans lire, vous comprenez rien qu'aux images là. Vous voyez, hein, où il y a toutes les flèches. C'est quand la courbe est passée en dessous. Et à chaque fois, regardez bien, à toutes les flèches, quand la courbe orange là, ici, passe en dessous des bougies, et en dessous des bougies, c'est une explosion à la hausse. Quand elle est au-dessus, c'est plutôt ambiance bear market, on va dire, ou ambiance baisse. Regardez, ici, voilà, quand on est repassé en dessous des bougies vertes, voilà, toute la hausse, vous avez vu. Et là, regardez, là, on vient, la courbe orange, là, où on en est, là, à casser les courbes et passer en dessous, là. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui nous attend? Comme les autres fois, vous voyez, c'est de la hausse, normalement. Quand les bougies vertes ou rouges, hein, même rouges, sont au-dessus de la ligne, la courbe orange, là, je sais pas comment on appelle ça, là, Bollinger Band, mais elles sont au-dessus de la courbe orange, en général, c'est très bullish. C'est-à-dire qu'on va partir vraiment à la hausse. Et là, c'est ce qui se passe. Là, on est actuellement au-dessus de la courbe orange. Donc, je vous laisse penser à ce qui nous arriverait. Ensuite, on va traduire ça en français, mais Bitcoin a cassé une ligne EMA 200. Donc, voilà, hein, regardez bien. Au niveau des courbes, là, on est au-dessus. Hein. On a cassé cette... Et vous savez que l'EMA 200... c'est vraiment une courbe très très long terme. Donc là, regardez par le passé, quand on l'a cassé, ici,
C'était une explosion ensuite jusqu'à ici avant d'avoir voilà, de corriger fortement et vraiment de rentrer dans le marché baissier à partir de 30 000 là. Vraiment, voilà. Et là, maintenant, on a cassé par la hausse. Donc ça y est, on s'est retourné. Là, c'est clair. Au niveau des cryptos, on s'est retourné parce que là, on est au-dessus de la courbe bleu ciel là. Donc c'est la courbe bleu ciel, c'est la EMA 200. C'est un indicateur, une courbe très très long terme. Vous voyez ? Et si nous regardons l'histoire, comme c'est marqué ici, de BTC, en 2015 et en 2019, donc vous avez tous les 4 ans à peu près, 3 ans de hausse, 1 an de baisse. Et là, on repart maintenant pour une nouvelle année de 3 ans de hausse là, et avec les 1 an de baisse. Donc il n'y a eu aucun cours retest après cela. Vous voyez avant qu'il ne monte énormément. Pour le moment, pas le moment donc de paniquer. Donc ce qui est conseillé, c'est pas le moment de paniquer. Donc voilà, hein. On repart. Et là, normalement, on est repassé au-dessus. Donc ce qui nous attend, ça va être maintenant, à partir de maintenant, de la hausse partie sur 3 ans. Jusqu'à peu près fin 2025. Donc on verra si c'est ça qui se passe. Je vous laisse ce chart très intéressant. Et voilà, on passe à la suite. Donc Bitcoin qui corrige à nouveau. Mais regardez bien, quand je vous le zoome là, Bitcoin sur l'année, c'est en baisse de moins 32%. Mais on a atteint moins 78%. Donc retenez bien les moins 78%. Regardez le marché. Le marché est rouge, mitigé, un peu de rouge, un peu de vert. Mais globalement, le Bitcoin range maintenant à 27 000 là, aux alentours des 27 000 et quelques. Bon, le Bitcoin est en train de se chercher, mais le Bitcoin attend des catalyseurs. Mais comme je vous l'ai dit, on est remonté au niveau du Bitcoin depuis le début de l'année là. On est remonté là, comme vous le voyez. Et maintenant, on n'est plus qu'en baisse de 32%. Si vous regardez bien, ce chart nous prouve que, je ne pense pas que vous obtenez plus de moins 78% cette époque-là. Donc, à cette période-là qu'on a connue, on est allé jusqu'à moins 78%. C'est marqué ici dans ce chart. Vous voyez, la baisse maximum du Bitcoin, c'était moins 78. Mais regardez qu'au fil des ans, ça baisse. En 2012, on avait eu moins 94% de baisse. Donc c'était énorme. Le Bitcoin avait fortement chuté et ça avait fait... Pardon, j'ai répété ça 2 fois d'affilée. Je parle très vite. Le Bitcoin avait fortement chuté, mais le Bitcoin à cette époque était très spéculatif. Vous voyez, très volatile. C'est normal, c'était un nouvel actif à l'époque, il y a à peu près 10 ans. Voilà, mais entre-temps, il a pris de la maturité. Et là, regardez, il y a eu un autre bull run, donc courant 2013-2014, avant une nouvelle chute, moins 87%. Donc vous voyez que ça a chuté fortement, mais moins que la fois précédente. La première fois, c'était moins 94%. La deuxième fois, c'était moins 87%. Ensuite, on avance. Autre bull run, 2017-2018. Énorme bull run en plus. Bon, une nouvelle chute du Bitcoin. Cette fois, moins 84%. Donc vous voyez que par rapport aux fois précédentes, moins 94, moins 87, et cette fois, moins 84. Donc encore une violente chute brutale du Bitcoin, mais voilà, le fond du Bitcoin, la chute violente était moins violente que les fois précédentes. Et cette fois, on avance le temps, donc de 2017-2018 là, 2019, et maintenant on avance, et là 2021-2022, une nouvelle chute. Et cette fois, regardez, moins 78%. Donc, si vous zoomez bien, si vous regardez bien, à chaque fois, les chutes sont de moins en moins violentes. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, plus le temps passe, plus le Bitcoin est capitalisé. Et donc, plus le Bitcoin voilà, est, on va dire, moins volatile. Et plus le Bitcoin pèse en capitalisation, et moins il est volatile. Et donc, cette fois, on a déjà atteint moins 78%. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans ce cycle-là, normalement, si le cours de l'histoire se poursuit, on ne devrait pas aller à moins de 78%. Donc là, maintenant, on est à moins 32. Donc on pourrait, au pire, si on doit revenir à moins 78, ça ferait quand même un moins 50% à peu près. Non, même pas à moins 40% à peu près. Mais je pense pas que ça arrivera. Si, comme les fois passées, après qu'on est... Voilà, on peut avoir des fortes chutes encore, des corrections encore, mais je pense que voilà, on reviendra pas au plus bas là, des 16 000, 15 000. Je pense pas. Retaper 2 fois moins 78, ça l'a jamais fait. Donc voilà par rapport à ça, chart très intéressant.
malgré les spéculations, hein, vous connaissez tous Peter Schiff là, qui dit que le Bitcoin va aller à zéro, qui répète que le Bitcoin c'est une arnaque, tout ça. Et bah le Bitcoin lui est en hausse de 54% depuis que Peter Schiff vous a dit que de vendre en janvier. Donc en janvier, il continue à dire que le Bitcoin allait s'écraser à zéro et qu'il fallait absolument se débarrasser de tout ça et vendre. Bah, regardez le Bitcoin, c'est du plus 54% depuis. Donc ceux qui voulaient écouter Shift, bah, le Bitcoin lui a fait un x2 entre temps. Quand il est monté à 30 000, là, bah, de 15 000 à 30 000, c'est un x2. Voilà, pour ceux qui écoutent Peter Shift, bon bah voilà ce que vous perdez. Hein. C'est le x2 sur le Bitcoin. Donc je vous laisse imaginer sur les autres cryptos. Sur les autres cryptos, c'est un x3, x4, voire plus. Hein. Pour les vraiment toutes petites cryptos là, il y en a qui ont pas mal poussé là. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est que d'importantes baleines là, qui ont des adresses, qui détiennent du Bitcoin depuis plusieurs années, viennent à peine de se réveiller. Hein. Étaient sans activité depuis plusieurs années. Et ces adresses-là, donc deux whales, hein, deux grosses baleines. Donc les baleines, je le rappelle, c'est ceux qui possèdent, ceux qui possèdent d'énormes quantités de crypto. C'est ceux qui arrivent à faire même bouger les marchés. Donc ces baleines-là, qui sont millionnaires, hein, on peut dire en crypto ou en Bitcoin, ont effectué d'importants transferts de fonds après une période d'inactivité d'environ 10 ans. La première a transféré 2071 Bitcoin et la seconde a transféré 463 BTC. Donc les raisons de ces transferts sont inconnues. On fait le point. Donc ça, c'est l'article de Cryptost que vous pourrez retrouver. Voilà, il s'appuie sur les données Look on Chain que vous voyez là. On va pas s'attarder sur ça. Juste, j'ai pas envie de... Voilà. Vous verrez ça en détail. Tenez, je vais vous le partager. Vous voulez, sur Twitter. C'est juste que, sachez qu'il y a deux baleines qui... voilà. Qui ont déplacé, transfèrent 70 millions de dollars de BTC. Donc c'est énorme. Hein. Et pourquoi? En général, hein, je vous le rappelle, quand vous avez des déplacements de crypto, en général, c'est que ça, sur le court temps après, ça explose. C'est toujours, quand les baleines font des gros mouvements, c'est qu'en général, souvent, on n'est pas loin d'une explosion à la hausse, plus que d'une baisse marquée. Vous voyez? Donc, pensez à ça. Et avec tous les charts que je vous ai montrés que là, on est vraiment retourné et qu'on est parti pour avoir de beaucoup de bougies vertes soutenues par les courbes en dessous là. Donc normalement, vous savez ce qui vous attend. Donc voilà, ça c'est les baleines du Bitcoin. Mais on a aussi les baleines d'Ethereum. Donc une adresse ayant participé à l'ICO d'Ethereum s'est réveillée après 7 ans. 7,7 ans. Bon, en tout cas, après 7 ans, et a transféré un ETH. Donc bon, un ETH, c'est rien à l'échelle d'une baleine. Mais voilà, le wallet avait reçu 2365 ETH pour 0,31 centimes dollars. Donc vraiment pour très peu par token à l'époque. Donc voilà, la valeur totale du wallet aujourd'hui est d'environ 4,42 millions de dollars. Donc voilà, hein, regardez à l'époque, il avait reçu 2365 ETH d'une valeur juste qui valait 0,31 centimes. Enfin, 31 centimes de dollars, c'est rien. Il en avait reçu 2000. Donc bon, si on multiplie ça, bon, quelques dizaines peut-être de dollars. Mais regardez maintenant ce que ça vaut. Vous voyez? Donc ça, 7 ans plus tard. Hein, seulement 7 ans plus tard. Vous imaginez la chose? Incroyable. Comment ça se démultiplie vite. Et là, vous avez les preuves. Hein. Encore Look on Chain. Donc je vous recommande de vous abonner à Look on Chain si vous voulez surveiller les mouvements des baleines, des choses comme ça. Et là, la preuve, les hommes peuvent mentir, mais pas les chiffres. Et là, vous avez voilà, les mouvements des baleines. Vous avez les adresses ici. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, vous voyez un ETH ici. Donc, voilà, les baleines se réveillent. Hein. Les baleines se réveillent. Et ça laisse présager des choses très, très puissantes à venir, là. Donc, tout va dépendre de la macroéconomie, mais il va falloir tenir compte de tout ça, là. Donc, on continue avec Do Kwon. Do Kwon, donc, qui... voilà, ça, je me le disais. Hein, je le disais souvent que je pensais que Do Kwon... voilà, il était innocent ou des choses comme ça. Et là, bah, voilà un article qui me donne peut-être raison. Donc voilà, Do Kwon demande à la SEC d'abandonner l'action civile contre lui pour incompétence. D'une part, l'UST est une monnaie et non un titre, disent les avocats de Do Kwon.
Donc voilà, hein, c'est un article de CoinDesk. Moi, j'ai toujours dit, hein, contrairement au... Voilà, j'assume mes propos. J'ai toujours dit que Do Kwon s'est fait avoir et a été accusé à tort. Donc pour moi, bon, après, c'est vrai qu'il a falsifié ses papiers pour aller se cacher ou se protéger, pour protéger sa vie. Mais pour moi, c'est l'État gouvernement américain qui ont fait couler son projet et qui l'ont accusé directement pour l'enfermer. Parce qu'en fait, il a créé l'UST, là, le stablecoin complètement décentralisé, totalement algorithmique, et qui venait mettre un gros coup au dollar, qui venait rendre le dollar complètement obsolète. Vous voyez? Et donc, il s'est fait arrêter. Enfin, voilà, ils ont tué le projet Terra. Et donc là, voilà... Do Kwon veut que les accusations portées contre la SEC soient rejetées selon les documents déposés au tribunal. La SEC ne peut pas réglementer les actifs numériques impliqués dans l'affaire car stablecoin UST est une monnaie, pas une valeur mobilière, ont déclaré les avocats de Do Kwon. Donc voilà, hein, l'UST c'est totalement décentralisé. Ça marche sur le système du seigneurage. Donc on doit brûler du Luna pour créer de l'UST et vice versa. Quand on crée du Luna, l'UST perd de sa valeur. Donc c'est un ancrage. Et là, c'est fait que, normalement, ça, c'est totalement décentralisé et hors juridiction de la SEC. Donc, c'est pas un titre. Normalement, c'est plutôt considéré comme une marchandise. Et donc, voilà. Hein, ça, ces nouvelles-là pourraient complètement relancer Terra ou Luna. Enfin, le projet, en tout cas, Terra. Et donc, relancer même un jour, pourquoi pas l'UST. Je maintiens aussi mes propos qui disent que je suis sûr qu'un jour, le projet Terra va renaître de ses cendres. Peut-être avec d'autres fondateurs ou je sais pas. Mais voilà, tout comme FTX. Je suis sûr qu'un jour le Terra va revoir le jour. Donc à ce moment-là, ça va être très très bullish. On verra en tout cas. Donc voilà par rapport à Do Kwon. Aussi, le Luna est considéré et n'est pas le Luna, donc la crypto que Do Kwon a créée, apparemment n'est pas un titre. Et il est douteux que la loi sur les marchés des capitaux puisse s'appliquer. Donc voilà. Hein. On a des articles. Vous avez Daniel Shin, qui est le cofondateur avec Do Kwon, projet Terra, qui est jugé et tout ça. Et il déclare, hein, il se défend en disant que Luna, c'est comme le Bitcoin, c'est plutôt une marchandise, pas considéré comme un titre. Donc voilà, hein, face à la SEC, il y a énormément de projets face à la SEC. Vous avez déjà Ripple, ça fait un bon bout de temps. Vous avez Ethereum et d'autres cryptos. Et là, vous avez aussi Luna qui se défend d'être une marchandise plutôt qu'un titre. Donc voilà par rapport à ça. KuCoin qui a le Twitter de KuCoin qui a été compromis durant la nuit. Une fausse annonce a engendré des pertes pour certains investisseurs. Bon, en tout cas, KuCoin, c'est un exchange que j'estime, malgré ces nouvelles. C'est comme Gate.io, hein, c'est le même niveau. De très bons exchanges avec un gros listing. Donc moi, je préfère Gate.io, mais KuCoin, c'est pas mal aussi, malgré les déboires là. Et la communauté de Kaspa, d'ailleurs, pousse pour que KuCoin liste le Kaspa. Donc on verra ce qu'il en sera par rapport à ça. Donc voilà par rapport aux cryptos, l'essentiel par rapport aux cryptos. On va passer plus maintenant à la macroéconomie, à la bourse ou aux activités en général là, aux actualités en général. Et donc aujourd'hui le Nasdaq le Nasdaq glisse alors que les investisseurs se préparent aux bénéfices. Donc là on aurait les cours du Nasdaq qui chutent légèrement. Et en fait ce qu'on attend là c'est les résultats des entreprises. Donc cette semaine est très chargée. Hein. Déjà, on a une semaine chargée au niveau des entreprises US. Donc on a eu déjà Coca-Cola. Et Coca-Cola, regardez, c'était aujourd'hui, avant l'ouverture des marchés. On a eu Coca-Cola. Et Coca-Cola, bonne nouvelle, les bénéfices de Coca-Cola ont dépassé les estimations, alimentées par des hausses de prix et une demande accrue. Donc Coca-Cola, la semaine démarre bien. Parce que Coca-Cola a largement battu ses bénéfices. Donc ça, c'est de bon augure, on va dire. Donc voilà, par rapport à ça. Et demain, surtout maintenant, on attend demain avec UPS, Microsoft, Google. Google, c'est Alphabet. Hein. Alphabet ici, Visa, McDonald's. Donc voilà, grosse journée. Demain, on a aussi Spotify en dessous là. Donc ça, c'est une belle journée de résultats. Mercredi, on a Boeing, Meta, tout ça. Jeudi, on a Amazon, Intel, Snap, Mastercard. Et vendredi, ExxonMobil. Hein. Ou Chevron aussi. Donc, grosse semaine en termes de chiffres. Aussi, donc voilà, regardez ce qu'ils mettent. Que ça va être à Wall Street en tout cas, ça va être les montagnes russes avec tous ces résultats. Et aussi, on va le voir le jeudi. Hein, jeudi.
des chiffres très très importantes. Le PCE US, le PCE, donc l'inflation américaine, et les chiffres du PIB américain. Donc des gros chiffres qui vont tomber là. Et donc là, je vais vous mettre tout ça. Je vous partage en même temps ça sur Twitter. Mais voilà, ça, c'est ce qui arrive dans la semaine. Et ça, c'est une grosse semaine. Hein. Grosse semaine qui arrive. Surtout Tuesday, là. L'emploi aussi américain. Voilà. Donc, pas mal de choses. Hein. Le corps inflation, donc l'inflation américaine. Tout ça, ça va être... C'est vraiment ça. Après, je pense qu'après la journée de jeudi, on va vraiment connaître le sentiment de la fête pour la prochaine hausse des taux pour le 2 et 3 mai prochain, là. Donc, vraiment, on attend vraiment ce qui va se passer jeudi, là. En dehors de tout ça, voilà, hein, dans le reste, on a les appels hein, à s'éloigner du dollar américain qui se multiplient. Hein. Le dollar américain qui est de plus en plus en danger, là. Mais en tout cas, en attendant, le billet vert est toujours roi. Vous voyez ? Donc, voilà, de plus en plus de pays, tout ça. Vous savez qu'il y a les BRICS qui sont en train de mettre en place d'autres alternatives pour se dédollariser. Donc, le dollar est en danger hein, actuellement. On va voir comment ils vont se débrouiller. Dans les autres États, par exemple, ici, au Zimbabwe, bah, on a une monnaie numérique de la Banque centrale, donc adossée à l'or plutôt qu'une monnaie fiduciaire. Donc, le Zimbabwe a fait le choix de protéger sa devise ou de baquer sa devise à nouveau sur l'or, comme c'était avant. Vous voyez, c'est le projet de la Banque centrale du Zimbabwe. Preuve de l'importance croissante des actifs numériques pour les banques centrales. Donc là, le Zimbabwe va baquer sa MNBC, donc sa monnaie numérique. Elle va la baquer sur l'or. Elle va la faire tenir sur le corps. Enfin, elle va la protéger avec on va dire de l'or plutôt que des devises. Avant, sur la première ère quand on traitait avec l'argent, c'était baqué sur l'or. Ensuite, les Américains et les élites, avec les accords de Bretton Woods, là, sont arrivés et ils ont décidé d'enlever l'or et de tout baquer par rapport au dollar. Donc, c'est le dollar qui soutient les autres monnaies, tout ça. Et voilà, et ils ont mis tous les actifs face au dollar. Donc, quand vous regardez dans le marché du Forex, tout est coté face au dollar. Donc, ça, c'est depuis les accords de Bretton Woods. Et maintenant, voilà, là, les pays là, et pas que les Zimbabwéens, même les pays des BRICS pensent à émettre une nouvelle monnaie qui serait soutenue par l'or. Donc, l'or recommence à devenir attractif. Maintenant, moi, j'aimerais qu'ils fassent ça surtout par rapport au Bitcoin. Parce que les monnaies, là, on parle de CBDC, MNBC. C'est des choses numériques. Et vaudrait mieux les faire tenir par rapport à des choses numériques, comme le Bitcoin. L'or, c'est réel. C'est un actif réel. C'est bizarre de baquer une chose numérique par quelque chose de réel. Mais bon, on verra ça, en tout cas. En attendant, la Chine qui développe sa CBDC et qui va même plus loin. La Chine, là, je ne sais pas si je l'ai mis dans d'autres articles. Bah, allez, on va aller là-dessus directement. Voilà, la ville chinoise de Chengdu paiera les salaires des fonctionnaires en yuan numérique. Donc ça y est, hein, la première grande ville chinoise a payé les salaires en yuan numérique. Donc plus avec les billets, tout ça, ça sera numériquement maintenant. Et c'est la ville de Chengdu qui fait ça en premier. Donc les employés de la ville de Chengdu en Chine recevront leur salaire en yuan numérique à partir de mai 2023. Le yuan numérique ICNY est une CBDC. Sont concernés les employés des institutions publiques, des entreprises d'État et des agences gouvernementales. Donc voilà, la Chine avance vite par rapport à tout ça. Et donc, voilà, les Chinois sont déjà en avance par rapport aux monnaies numériques. Et déjà que la Chine commence à mater les Américains par rapport au yuan et au dollar, là, bah, la Chine commence à prendre un vrai coup d'avance là sur son adversaire. Donc on verra qui sera de tout ça. Par contre, petit point rouge sur la Chine. Les investisseurs étrangers ont vendu 11,45 milliards de yuan, donc 1,7 plutôt, milliards de dollars d'actions, provoquant une chute de 3,2% en 2 jours sur fond de tensions géopolitiques. Donc, apparemment, les investisseurs semblent peu à peu perdre confiance dans le rebond du marché promis en Chine. Donc la Chine a un coup d'avance par rapport à la hausse des taux. Eux, ils sont déjà à 2% d'inflation. Ils n'ont plus ce problème-là. Maintenant, la Chine, là, a recommencé la planche à billets. Et normalement, on s'attend à un rebond, en tout cas des actions en Chine. Un rebond même de la croissance en Chine. Parce qu'ils ont passé le plus dur. Mais ce qu'on voit, c'est que les investisseurs sont en train de vendre. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? Parce qu'on sent à cause des craintes, des tensions géopolitiques. Et
je dois dire que c'est plutôt justifié. Tout ça. Je comprends pourquoi les investisseurs se défendent. Moi aussi, je sens très mal l'affaire là. Parce que on sent là de plus en plus que les Occidentaux là veulent piquer la Chine et veulent provoquer la Chine dans un conflit avec Taïwan par exemple. Et donc, voilà, hein, vous avez, je vais vous montrer là l'ambassadeur en France là qui se fait attaquer, tout ça. Mais voilà, là par exemple, on a une délégation française à Taïwan qui est partie. Une délégation de 5 anciens là français qui vont aller sur l'île de Taïwan pour rassurer Taïwan, tout ça, après les propos de Macron. Mais en fait, ils viennent à provoquer la Chine, ces sénateurs. Mais bien sûr, vous inquiétez pas, par derrière, ils sont envoyés. On a même Joseph Borrell, qui est un des membres bien placés de l'Union européenne. Je vais même le taper, ça. Joseph Borrell. Voilà, Borrell, Taïwan, là, regardez, ça fait la une, là. Donc, Joseph Borrell appelle les marines de ces pays membres de l'Union à patrouiller dans les zones, regardez, voilà, les marines dans le détroit de Chine, là, dans le détroit de Taïwan. Donc, en gros, ce monsieur-là, ce monsieur que vous voyez, là, et voilà, il veut, en fait, il appelle à les marines européennes à patrouiller dans le détroit de Taïwan. Mais qu'est-ce que ça a à voir, en fait, avec les Européens, si ce n'est de la provocation directe envers la Chine? Donc en gros là, ce que vous voyez, c'est voilà, hein, c'est de la provocation, tous pur et dur des Européens qui voilà, qui cherchent à provoquer. Ils savent que ça va pas plaire à la Chine, vous voyez, ce genre comment dire, ce genre de provocation, ce genre d'action. En fait, ça va pas du tout plaire à la Chine. La Chine, justement, veut protéger ces eaux-là, ces détroits, parce qu'elle juge que ça lui appartient. Taïwan a toujours appartenu à la Chine, tout comme la Crimée a toujours appartenu à la Russie. Mais les Occidentaux veulent provoquer ces pays-là dans le but de les affaiblir financièrement. Vous voyez? Donc, voilà par rapport à ça. Maintenant, vous voyez, hein, la France consternée par des propos. On voit hein, que c'est l'Europe et la France là qui cherchent la petite bête là par rapport à la Chine. Donc la France consternée par des propos de l'ambassadeur de Chine. Je vous parle de géopolitique parce que la géopolitique, ça impacte directement la finance. Hein. Qui dit tension géopolitique dit sanctions et tout ça. Et dit, si on sanctionne au niveau du pétrole ou d'autres produits importés ou exportés, ça fait qu'il y aura moins de demandes que d'offres. Enfin, moins d'offres, pardon, que de demandes. Et donc, les prix vont augmenter. Et si les prix augmentent, l'inflation va augmenter. Vous voyez? Et si l'inflation augmente, les banquiers centraux sont obligés d'intervenir pour augmenter les taux afin de baisser cette inflation. Et si les taux augmentent pour baisser cette inflation, ça va renforcer les devises. Et si les devises se renforcent, les actifs en phase, surtout des devises américaines ou occidentales, en face, les actions, elles, vont chuter et les cryptos vont chuter. Donc, vous voyez, c'est tout un mécanisme. Mais voilà pourquoi je parle de tout ça. Et donc, voilà, la France consternée par les propos de l'ambassadeur de Chine. Voilà, hein, il a dit que en vrai, l'Ukraine s'appartenait à la Russie, tout ça. Ou que Taïwan a toujours appartenu à la Chine, tout ça. Et donc, voilà. L'ambassadeur de Chine est attendu en France maintenant, du coup, aujourd'hui, au Quai d'Orsay, a déclaré des sources. Après ses propos remettant en question, la souveraineté des pays de l'ex-URSS et l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine. Donc, c'est des propos qui sont tout à fait véridiques. Hein. Il a dit que la Crimée, ça a toujours appartenu à la Russie. Ce qui est complètement vrai. Et là, en gros, les Français sont choqués de tout ça. Et ne comprennent pas. Alors que c'est la pure vérité. Hein. Si on remonte le temps, c'est la pure vérité. Donc voilà, par rapport à ça. La France, elle, devrait d'ailleurs se concentrer, au lieu de piquer les autres pays, devrait se reconcentrer sur elle-même. Parce que tout va mal en France. Et là, la dernière actualité en date d'aujourd'hui, la France redevient le pays européen où l'électricité est la plus chère. Vous voyez? Donc, cocorico pour la France. Je vais enregistrer ça. Et donc, voilà, au lieu de se concentrer sur la Chine, la France ferait mieux de se concentrer sur elle-même. Et d'ailleurs, Macron, inflation alimentaire, vous savez que l'inflation est très élevée, même en France. Et Macron a prévient que ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. Donc, les prix de l'alimentation se sont envolés, grimpant de 15%, de 15,9% en mars, après 14,8%. Selon la Banque de France, cette hausse va durer au moins jusqu'à l'été avant de se stabiliser. Donc voilà les amis,
L'inflation qui va rester élevée. Donc les personnes qui n'ont pas d'éducation financière, qui juste utilisent même leur salaire pour dépenser, je vous invite à reconsidérer vos choix stratégiques. Bien sûr, on n'a pas le choix. On doit se nourrir, on doit se loger. C'est des choses évidentes. Mais ne faites pas que ça avec votre argent, l'argent de votre salaire. Mettez l'argent de votre salaire sur des actifs, des choses qui vous rapportent de l'argent, plutôt que de laisser votre argent dormir et l'utiliser que pour des passifs. Lorsque votre argent dort, vous subissez cette inflation. Et encore après, quand vous l'utilisez même pour aller dépenser, bah, vous prenez les prix avec l'inflation en plus, en plein fouet. Donc, vraiment, réveillez-vous. Regardez les chiffres là. Donc ça aussi, je vais enregistrer cette image. Donc voilà, des prix qui explosent hein. En moyenne. La viande, regardez, plus 30%, le sucre, plus 23%, enfin c'est énorme. Hein. C'est la charcuterie, tout est à plus de 15%, augmenté là, à plus de 15%. Donc c'est fou quand même. Hein. Là c'est courant, évaluation entre 2022 et 2023. Donc dans cette période là, de l'année dernière à maintenant, c'est dingue comment ça a explosé là. Incroyable. Incroyable. Donc voilà. Hein. Aussi en Europe, en dehors de la France, on a le Crédit Suisse hein, qui est toujours en difficulté. Enfin, Crédit Suisse qui est revendu à UBS, mais on voit que la liquidité part toujours, malgré qu'ils ont été rachetés. Donc 68 milliards de dollars ont été retirés du Crédit Suisse avant le rachat d'UBS. Donc juste avant le rachat, 68 milliards avaient été retirés. C'est énorme. Vous voyez comment les bank runs peuvent aller très vite. Donc les sorties de capitaux ont atteint 61,9 milliards d'euros au premier trimestre. C'est une énorme somme. Et donc, il ajoute que les sorties se sont poursuivies même après le sauvetage d'UBS. Donc même après avoir été racheté par UBS, là, le numéro 1 suisse, bah, l'argent continue à sortir. Les gens continuent à retirer leur argent. C'est dire comment l'image du Crédit Suisse, là, le temps qui est... voilà, l'image de Crédit Suisse s'évapore et soit définitivement remplacé, les liquidités continuent à te sortir. Les gens ne veulent plus rien avoir avec le Crédit Suisse. Donc voilà. C'est assez incroyable. Par contre, une autre, là, cette fois, c'est une bonne nouvelle pour ce qui concerne l'Europe. Le géant du luxe LVMH devient la première entreprise européenne à dépasser les 500 milliards de dollars de valeur marchande. Donc ça, c'est pas mal. Énorme quand même, j'ai envie de dire. LVMH, première entreprise européenne. Donc c'est une entreprise française, mais à l'échelle de l'Europe, c'est la première qui dépasse les 500 milliards de valeur marchande. Donc c'est du même niveau que les entreprises américaines. Hein. Si vous voulez, c'est assez incroyable. Faut le dire, c'est assez incroyable. Donc voilà, hein. C'est une marque assez réputée. Hein. Vous avez LVMH, Louis Vuitton, Dior, enfin, des grandes marques. C'est tout un écosystème là dans Louis Vuitton, là dans LVMH. Et donc voilà, l'entreprise qui est bien gérée par Bernard Arnault, semble-t-il, bat des records. Donc voilà, par rapport à tout ça, dernière actualité, bon, si on finit par l'Europe, bah, on a eu Mika hein, qui a été voté, qui est en attente d'être approuvé, mais en tout cas, ça ne sera pas mis avant janvier 2025. Hein. Donc ça entrera en vigueur en janvier 2025. Donc retenez bien ça. Là, même si c'est approuvé, c'est que dans 2 ans que ça entrera en vigueur. Donc il y a le temps encore, voilà, ça va être un peu le Far West encore sur les marchés, encore pour au moins 2 ans, avant que ce cadre... Même ce cadre va être encore amélioré entre-temps. Mais en tout cas, ça va être entré en vigueur à partir de 2025. À partir de 2025, là, on devra tous avoir des KYC, des choses. Voilà, il y aura plus de règles et tout ça. Donc voilà, hein. Voilà par rapport à l'actualité du jour. Bah, je vous laisse là. Hein. Je fais pas plus long, presque 40 minutes de live. Donc, merci à tous, Spartiate. On se retrouve hein, dans d'autres actualités. S'il y a des actualités importantes, je ferai une vidéo d'urgence ou des choses comme ça. Sinon, on se retrouve demain hein, dans une nouvelle quotidienne. Donc, restez à l'affût. Hein. Tout peut aller vite. Ça peut chuter fortement. Voilà. Et là, à ce moment-là, il faudra en profiter pour rentrer. Ou ça peut monter d'un coup, dépasser 30, voire rapidement monter aux 32K. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être prendre des bénéfices. Donc, voilà. Voilà pour cette vidéo. Moi, en tout cas, je reste bullish, même malgré la turbulence et la peur sur les marchés. Et voilà, hein, je vous tiens au courant en tout cas. On reste en contact. Hein. Vous avez tous les liens en description là sur mes réseaux. Si vous avez des questions ou sinon, vous pouvez les poser en commentaire. Je les lirai. Donc les amis, merci à tous. Force à nous hein, et force à vous. Bon courage à tous. Hein. Allez, à plus.